accepté de partager votre parcours avec nous ce matin. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans et je suis père de 3 enfants. Et je suis le secrétaire adjoint de l'association. Très bien. Julien? Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, je suis père de 3 enfants et je suis assistant d'éducation. Très bien. Bon, alors vous avez un parcours en commun, 3 enfants, mais 2 qui sont aujourd'hui avec nous. Alors Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, comment vous avez appris le décès de votre bébé? Donc c'était en 2018. On avait 23 semaines et 4 jours de grossesse. Et en fait, Mathilde ne s'en sentait pas bien. On s'est rendu à la maternité. Je ne peux pas assez fort, voilà, là c'est mieux. Voilà. On s'est rendu à la maternité. Arrivé à la maternité, Mathilde va aux urgences. Je vais faire les papiers. La dame me dit elle accouche. Je lui dis je pense qu'elle est en train d'accoucher parce que j'avais vu en fait le bouchon muqueux qui sortait. La dame me répond elle accouche. Genre très dérangée de l'avoir réveillée à 1h50 du matin. Et voilà, finalement l'enfant naîtra non viable. Donc c'est un petit garçon. On l'a appelé Yann, Philippe, de son deuxième prénom. Et voilà, on est rentré de la maternité sans notre enfant, même si ça criait beaucoup autour de nous, dans la chambre. Ah voilà. Oui, c'est ça, parce que vous n'étiez pas dans un espace isolé. Alors déjà, comment s'est passée l'admission? Est-ce qu'en tant que papa, vous avez pu participer à la prise en charge dès le début, ou au contraire, parce qu'il me semble que la MFME, l'accès aux urgences, on demande au papa d'attendre à l'extérieur. C'était comme ça pour vous ou pas? Alors, avant de répondre, j'avais promis de le faire. Il y a une petite exposition, en fait. Visiblement, c'est une dame qui a retracé Oui. son deuil. Et je crois qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Si, j'en ai pas. D'accord. Je vous invite à retourner voir ou à voir si vous n'avez pas vu. L'admission, comment ça s'est passé, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments qui me sont revenus en 2022. Quand on a fait le premier séminaire avec les professionnels. Donc l'idée du séminaire, c'était de rapprocher les professionnels et les familles et les institutions pour qu'on puisse améliorer les choses. Et en fait, en écoutant le père parler à côté de moi, je me suis rendu compte du schéma dans lequel je m'étais inscrit. En fait, j'ai tellement pas été pris en compte à mon arrivée, j'étais tellement à côté, que je me suis dit, mais Antoine, est-ce que ces gens-là sont au courant que c'est toi le papa? Ça, je trouve, tu aurais pu être le chauffeur de taxi, ou son compagnon, ou en fait son compagnon actuel, mais pas le père de l'enfant. Enfin, voilà, donc j'ai pas du tout été pris en compte. Hein. Et c'est Mathilde, en fait, qui a remis, je vais pas dire l'église au milieu du village, parce que l'église au milieu du village dans une maternité, dans une grossesse, c'est la mère. Je suis pas là pour dire le contraire. Mais qui a dit, écoutez, vous l'avez ignoré pendant tout ce temps, allez-y maintenant, expliquez-lui. Donc, pour répondre à votre question, oui, on m'a dit de ne pas rentrer on m'a laissé en dehors de l'examen où en fait l'examen... Pardon ? Ah pardon. L'examen où voilà, quand elle est arrivée, on l'a examinée d'abord dans une petite salle et voilà, oui, on m'a laissé... je sais pas si c'est réglementaire ou si c'est comme ça, mais en tout cas oui, c'était comme ça. Et combien de temps ça a duré avant que vous sachiez ce qu'il se passe? Alors moi, je pressentais ce qui se passait, parce que comme je vous disais, j'ai vu le bouchon muqueux, j'ai vu tout ça. Mais ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On a posé plusieurs fois la question, non mais est-ce qu'il va crier? Enfin, comment ça va se passer, etc. Et on a su, au moment de l'accouchement quasiment, que en fait, voilà ce qui va se passer. Pendant qu'elle accouchait, j'essaie de poser des questions à mon tour et on l'a su assez tardivement. Très bien. Vous, Julien, comment ça s'est passé déjà, l'annonce, quand vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas?
Alors au début ça a été le déni. Alors, pour vous refaire l'histoire, moi j'étais au travail et maman en fin de grossesse qui devait accoucher, je dirais une semaine après, un rendez-vous avec le gynéco, tout simplement banal en fait. Hein. Et suite à ce rendez-vous, le gynéco lui propose de faire une échographie, comme ça, pour la rassurer. Et c'est là qu'il se rend compte qu'effectivement il n'y a pas de battement de cœur, quoi. Donc maman s'effondre, elle m'appelle pour m'annoncer la nouvelle. Honnêtement, donc je suis au travail, je me dis que, enfin, je pars bien sûr pour la rejoindre, mais sur la route, je suis dans le déni. C'est-à-dire que je me dis que soit elle a mal compris, ou alors on va mettre les choses en place tout de suite pour faire naître un bébé, parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal, quoi. Mais voilà, à aucun moment j'accepte que ce soit terminé, en fait. Votre employeur, il a compris tout de suite? Oui, et honnêtement, bon, je ne lui laisse pas le choix. Sincèrement, voilà, c'est peut-être difficile à dire. Après, ça dépend aussi des milieux dans lesquels on travaille. Mais honnêtement, voilà, une chose comme ça, je lui annonce quand même, je le préviens, mais je m'en vais. Et donc, voilà, donc j'arrive à la maternité, je rejoins maman qui est complètement effondrée. Le gynéco qui me réexplique la situation. Donc là, je pense que je mets un peu les yeux en face des trous et je commence à comprendre en fait, à me dire que là il n'y a pas d'autre solution, que c'est vraiment terminé. Et par réflexe ou autre, on commence à mettre sa peine en second plan, c'est-à-dire qu'on veut consoler maman, on veut aider maman, etc. Alors contrairement à Antoine, j'ai quand même eu la chance d'accompagner maman sur tout le long du processus, même s'il y avait un sentiment d'exception. C'est-à-dire qu'on me disait, voilà, bon, exceptionnellement, on vous laisse avec maman. Exceptionnellement, vous pouvez l'accompagner. Mais ce n'était pas dans le processus normal. Donc, bon, merci encore à eux, mais voilà, ce n'était pas acté. Donc, on retourne dans un service de maternité où on se retrouve avec d'autres mamans enceintes qui sont là pour un rendez-vous ou peut-être pour un déclenchement. Donc, c'est très, très dur. Finalement, on demande à être à part, à nous mettre dans une autre salle, ce qu'ils ont accepté également. Et puis la suite est très dure, quoi. C'est-à-dire qu'on nous explique le processus, qu'il faudra que maman accouche d'un bébé décédé. Ça sera le lendemain. Donc là aussi, c'est complètement impensable, quoi, de se dire que voilà, on a perdu le bébé, il faudra attendre le lendemain pour accoucher. Ils ont aussi accepté que la maman de ma compagne vienne nous soutenir également. C'était vraiment énorme. Et voilà, et avant même l'accouchement, je dirais que la première violence que j'ai eue, c'était l'annonce. Mais on a déjà une deuxième violence qui arrive vraiment, je dirais, sans prévenir. C'est la première démarche administrative, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans notre chambre avec un document sur lequel on doit écrire le nom de notre enfant, décédé, la date, l'heure, etc. Enfin, c'est quelque chose de vraiment, c'est dur en fait. Alors qu'il y a quelques heures avant, on se disait que tout allait bien, on attendait juste notre bébé en fait. Et donc voilà, donc les choses se mettent en place très 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 vite et voilà, on se met un peu en second plan en tant que papa parce qu'on veut aider maman. Alors, est-ce qu'il y a un soutien psychologique quelconque qui a été mis en place pour vous, les papas et les mamans, d'une manière générale? Alors, encore une fois, pas de manière automatique. On nous annonce qu'il y a un psychologue à la MFME, on nous donne ses coordonnées, et c'est tout. Par la suite, on a contacté un psychologue de notre côté avec qui on a pu faire une séance. Et puis on a pris connaissance aussi de l'association Étoiles en Ciel qui a beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. D'accord. Vous ne connaissiez pas l'association à l'époque. Comment vous avez pris connaissance de cette association? Alors c'est maman qui a pris connaissance. Très souvent d'ailleurs ce sont les mamans, ce qui est plus ou moins normal. Mais voilà, c'est maman qui a pris connaissance de l'association et qui m'en a parlé en me disant voilà, il y a des groupes de parole qui existent. Honnêtement, alors peut-être que c'est un réflexe de papa ou autre, mais voilà, on se dit groupe de parole, on imagine quelqu'un qui passe devant un pupitre en disant bonjour et toute l'assemblée qui dit bonjour, un tel, etc. Ça les donne pas envie, alcooliques anonymes, honnêtement. vous avez pensé que ça se passait comme les alcooliques anonymes? C'est ça, par exemple. Et honnêtement, donc on en a reparlé, et puis à cette manière, enfin, je suis un peu ouvert d'esprit. Je me suis dit, bon, on essaiera, et c'était pas du tout ça. Au contraire, on se sent tout de suite vraiment très à l'aise. Et vous, Antoine, est-ce que vous avez eu un soutien psychologique quelconque, que ce soit vous, maman, les deux? Oui, bien sûr. D'ailleurs, elle est dans la salle. Donc, on a consulté la psychologue de la MFME, tout simplement.
Et le soutien, on se l'est donné d'abord entre nous, mon épouse et moi. On a établi tout de suite les codes de gestion des émotions. Et le code, c'était qu'il n'y avait pas de code. Donc on a vécu les choses pleinement, sans retenue. Alors, est-ce qu'au départ, c'est simple d'exprimer publiquement son chagrin quand on est un papa? Honnêtement, non. Je dirais même en tant qu'homme, c'est assez souvent compliqué de juste s'exprimer, de donner nos sentiments, enfin d'exprimer nos ressentis. Et donc là encore plus en fait, puisque la peine est liée, c'est très dur. Et puis on a une espèce de pudeur déjà en tant qu'homme. Et puis on veut pas non plus entre guillemets faire de l'ombre à maman. C'est-à-dire que même inconsciemment on se dit en fait c'est surtout maman qui a sa peine. Et nous on passe en second plan. Donc même de nous-mêmes on se met en retrait on va dire en fait. Donc non, pardon, excusez-moi. J'ai, suite à ça, en parlant avec certains amis, découvert qu'eux aussi avaient vécu ça. Mais au moment où ça s'est fait ou autre, jamais nous avons abordé le sujet. Et donc, pour revenir encore une fois à Étoiles en ciel, qui met aussi en place un atelier uniquement entre papas, oui, ça dénie la parole, on se retrouve vraiment qu'entre nous et ça permet vraiment de se sentir moins seul et puis de comprendre aussi les autres. Antoine ? En tant qu'homme, pas spécialement plus difficile. Julien est très juste dans tout ce qu'il dit. Mais pour ma part, pas spécialement de difficulté à exprimer mes souffrances et mes douleurs par rapport à cette perte. Mais c'est vrai que naturellement, on a tendance à ne pas... Donc il a employé deux termes, j'ai pas le premier, mais le deuxième, c'est-à-dire ne pas vouloir voler la place à la mère. Souvent, je dis que le père, il veut d'abord la mère est la première personne concernée. Et du coup, il a tendance à peut-être se retenir parce qu'il se dit, bon, voilà, c'est la première concernée, il faut que moi je sois là au cas où ça flanche, etc. Et dans cette position de veille, et qui est bienveillante à la base, en fait, ça fait qu'il se prive de certaines de ses émotions en voulant être ce support, en voulant être ce soutien. Et c'est ce qui fait que, naturellement, il exprime moins ses émotions, en dehors de tout ce dont on peut parler, au niveau sociétal, au niveau psychologie, pardon. Donc, niveau psychologique, pardon. Donc, voilà. Alors, l'association Étoiles en ciel estime qu'une femme perd un bébé par jour aujourd'hui en Martinique, ce qui est énorme. Donc, la question que l'on peut tous se poser, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ou quelle attitude vous auriez aimé que votre famille, les voisins, les collègues, les frères, sœurs aient avec vous? La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que ça existe. Honnêtement, c'est dur à dire à quelqu'un, surtout moi, mais je m'en rends compte avec mes amis, c'est que quand ils m'annoncent cette bonne nouvelle, je me sens dans l'obligation de leur dire que c'est possible, je crois que c'est un quart des grossesses, c'est possible que ça ne se passe pas comme tu l'imagines. Donc moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, que Antoine, c'est pas sûr que ça aille au bout. C'est pas sûr que ça se passe bien. Déjà, ça m'aurait permis de me préparer et ne pas être sur ce nuage et puis chuter à je ne sais combien à l'heure. Ensuite, les conseils que je peux donner aux proches, c'est d'éviter tout ce qui est réducteur, tout ce qui est réduction de la parole de la personne qui est en face de nous ou de l'émotion de la personne qui est en face de nous, du style tu en as d'autres, par exemple. Ou bien, au moins, il n'est pas mort à 3 ans. Ou bien, au moins, tu l'as pas porté longtemps. Ou bien, pour ceux qui n'ont pas pu voir leur enfant, au moins, tu l'as pas vu. Voilà, toutes ces choses-là, il vaut mieux pas être dans... Je sais, les gens veulent bien faire. Ils veulent donner des bons conseils, mais ce ne sont pas de bonnes... C'est pas ce qui marque un parent. Plutôt comment tu te sens, comment tu vois les choses. Il y a d'autres façons. Je pense que si on tape sur Google « questions bienveillantes », je pense qu'il y a de quoi. Et il y a aussi ChatGPT maintenant. On peut demander à ChatGPT avant de faire des réflexions qui partent de bons sentiments, mais qui en fait sont à côté de la plaque.
En tout cas, ne pas minimiser pour essayer de dédramatiser, parce que c'est souvent une volonté de dédramatiser. Oui, c'est bienveillant, mais oui. Finalement, c'est pas ce qu'on retient. Donc effectivement, pour compléter, je dirais un peu la même chose, que dire que ça existe, que malheureusement, il peut y arriver certaines choses auxquelles on ne s'attend pas. Bien souvent, quand quelqu'un tombe enceinte, on attend le 3e mois en se disant voilà, bébé est viable, on va l'annoncer à la famille. Ensuite, on attend de savoir le sexe, et puis peut-être les tests de trisomie ou autre. Et en fait, ce sont des étapes qu'on valide, et puis on se dit voilà, si tout ça c'est fait, c'est bon, tout ira bien. On attend juste, on croise les doigts pour l'accouchement, mais tout ira bien. Sauf qu'en fait, à n'importe quel moment, tout peut arriver en fait. Donc, de nous dire vraiment que rien n'est joué en fait, et puis qu'il faut en profiter au maximum chaque jour, quoi. Donc voilà. Alors, je connais rapidement votre parcours, donc je sais que ça n'a pas eu de conséquences directes sur le couple. En tout cas, vous ne vous êtes pas séparés, mais ça arrive très souvent qu'un deuil périnatal coûte au couple. Comment on fait avec la compagne, la vie de famille? Comment vous avez réussi à vous en sortir? Alors, donc dans un premier temps, effectivement, on avait entendu par-ci par-là qu'effectivement un couple qui perd un enfant souvent se sépare. Donc c'est l'une des premières choses qu'on s'est dites avant même l'accouchement. On s'est dit franchement on va essayer de faire le maximum pour rester soudés, pour communiquer, se comprendre. En tout cas on fait tout pour ne pas se séparer. Deuxièmement, on a entre guillemets la chance aussi d'avoir déjà eu un premier garçon. Donc on s'est dit ne serait-ce que pour lui, il faut qu'on fasse le maximum. Donc voilà, je dirais vraiment la communication, mais c'est très simple à dire. Donc beaucoup communiquer pour être sûr de se comprendre et ne pas s'étouffer l'un l'autre. Sauf que voilà, c'est un travail qui est énorme. On est vraiment deux personnes différentes, on a beau être en couple. Se comprendre, c'est pas simple. Surtout dans ces moments-là, on passe par plein d'étapes, et elle et moi, qui ne sont pas les mêmes ou au même moment. Donc voilà, il y a eu un énorme travail, alors déjà de nous-mêmes, en fait, sur nous-mêmes, sur soi-même, déjà se comprendre, et puis ensuite entre nous deux pour effectivement se comprendre, se laisser respirer, se laisser pleurer, se laisser crier s'il faut, et puis avancer ensemble en fait. Antoine? Il a dit les termes, hein, pour moi c'est l'extrême communication. On est tous les deux en train de traverser ce tabou, cette épreuve difficile, et l'idée c'est qu'il faut toujours rester au contact, parce que du coup le risque, moi c'est ce que j'observe, hein, encore une fois je ne parle pas pour tous les papas, mais honnêtement c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a cette fracture qui se met en place au moment où il n'y a plus cette communication, il n'y a plus ce contact. Donc typiquement, je sens qu'elle se sent pas bien, je vais pas lui dire ça maintenant, je vais attendre 2 jours. Et puis en fait, c'est quelque chose que j'aurais jamais dit ou que j'aurais jamais exprimé. Et comme l'a dit très bien Julien, on traverse tellement de choses, on traverse des étapes, pas au même moment, pas de la même façon, physique, psychologique, hormonale, sociétale aussi. Donc ces situations-là, elles sont difficiles à appréhender. Et le seul moyen pour moi de s'en sortir, c'est quand on communique et qu'on soit hyper dans la communication. Comme ça, par exemple, je vais parler, elle a peut-être des chaussures qu'elle aime bien par rapport, ou bien qu'elle a aimé pendant la grossesse. De mon côté, je vais le mettre de côté parce que j'ai pas envie que ça lui rappelle la grossesse. Mais plutôt que de faire ces choses-là, autant lui dire, qu'est-ce que tu penses des chaussures ? Voilà, qu'est-ce que ça te fait ? Et puis être à fond dans la communication, parce que ça glisse très vite. Et être dans la communication, au contact, et faire un point très clair. C'est ce qui permet de valider les étapes et d'être au clair sur l'état individuel, comme il a dit, hein, je répète ce qu'il dit, comme il a dit, en fait, comprendre là où on est soi-même, comprendre au mieux là où on est le partenaire, et ensuite pouvoir deviner et dessiner un trajet pour le couple. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, après toute cette épreuve, il y a quand même de l'espoir. Les couples ont tenu pour vous deux. D'ailleurs, Julien, j'ai vu que vous êtes venu avec Owen, qui a tout juste 2 mois.
comment vous vivez votre paternité? Déjà, comment vous avez vécu la grossesse d'après? Et puis, d'une manière générale, comment vous vous positionnez aujourd'hui? Alors c'est une grossesse que j'ai vécue de manière très intense, c'est-à-dire que beaucoup de stress, en même temps beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On se dit, ça y est, on repart à nouveau, mais voilà, on a peur que la même chose se reproduise. Surtout que pour Noam, celui qu'on a perdu, on n'a pas les raisons en fait du décès. On ne sait pas, enfin les médecins expliquent malgré les tests, les analyses post-accouchement, ils expliquent que voilà, des fois le cœur peut lâcher, des fois c'est des contractions que le bébé ne supporte pas. Et donc on n'a pas de vraie raison, enfin on n'a pas la raison réelle en tout cas de la perte de Noam. Donc du coup forcément ce bébé quand il arrive, enfin quand elle est enceinte, du coup énormément de joie, mais tout de suite on a beaucoup de stress. Et donc par exemple les étapes dont je parlais tout à l'heure, les 3 mois, le sexe, etc. On ne stresse pas qu'à ce moment-là, on stresse chaque jour, on essaie d'en profiter au maximum et à chaque fois qu'on a un rendez-vous, du coup il y a beaucoup plus de rendez-vous, il est beaucoup plus suivi, à chaque rendez-vous, quand tout va bien, on souffle en fait, on se soulage, mais on se dit bon voilà, prochain rendez-vous la semaine prochaine, voilà, on est à nouveau en stress et honnêtement c'est très intense. Et puis voilà, en fait c'est vraiment une grossesse très stressante. Et vous m'avez parlé des ateliers arc-en-ciel, ça vous a aidé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, un bébé arc-en-ciel, on l'appelle arc-en-ciel parce qu'après le mauvais temps, après la pluie, du coup, suite au décès, mais du coup, il y a l'arc-en-ciel qui arrive et ça annonce du coup des bonnes choses. Donc, on appelle souvent le bébé qui vient après le bébé arc-en-ciel. Excusez-moi. Et l'association aux Étoiles en Ciel a des ateliers arc-en-ciel. Effectivement. Donc en fait, nous avions, puisque j'avais cette crainte, mais en fait, c'est parce qu'on en a parlé lors des ateliers que je me suis rendu compte que madame aussi, on voulait être sûr d'être prêt et de relancer la machine, entre guillemets, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pas pour, encore une fois, mettre celui qu'on a perdu sous le tapis et aller on passe à autre chose, ou se dire j'ai perdu un bébé, il me faut. Enfin voilà, on voulait être sûr de le faire pour les bonnes raisons et dans les bonnes conditions en fait. Donc l'atelier nous a permis d'échanger à ce niveau-là autour de tout ça, de passer différentes étapes aussi, qui sont très importantes, et finalement de se sentir prêt pour avoir un autre bébé. Antoine, vous n'aviez pas encore les ateliers arc-en-ciel, donc vous, comment vous avez vécu la paternité après? C'était très angoissant, très stressant. Il y avait des rendez-vous toutes les semaines. On a pu identifier ce qui a causé le décès de notre fils. Donc voilà, il faut d'abord prendre le temps. Il n'y a pas de délai entre les 2 grossesses, mais il faut prendre le temps médicalement d'observer ce qui s'est passé. Et donc nous, on a pu savoir assez rapidement. Et c'était très angoissant. C'est une gestion qui est difficile parce qu'il faut être conscient de ce qu'on traverse. Donc moi, j'étais conscient qu'il ne fallait pas que je mette sur cette 2e grossesse les stigmates de la première. Il fallait que je laisse aussi cette place à cet enfant de pouvoir être ce qu'elle veut être. Donc voilà, une grossesse très chouchoutée, très intense aussi émotionnellement. Comme a dit Julien, voilà, c'est plus jamais la même. Mais comme je disais tout à l'heure aux journalistes, c'est pas mon objectif, mais jusqu'à la 10e, je pense que le repère, ce sera celle où il y a eu la perte. En tout cas pour ma part, parce que c'était le premier enfant qu'on attendait, qu'on a perdu. En dehors de ça, la vie ensuite est intense. Jusqu'à maintenant, je fais très attention à mes enfants. Trop attention, mais c'est comme ça, je ne vais pas me changer. Niveau sécurité, je suis exigeant. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est une montée en rythme cardiaque. Et voilà, cet enfant, surtout la 2e, elle porte tout ça. Et je sais qu'elle va le porter toute sa vie. L'idée, c'est de trouver un équilibre dans tout ça du mieux possible pour qu'elle grandisse et en même temps qu'elle comprenne. Émotionnellement, elle a vécu aussi des choses, qu'on y croit ou pas, moi j'en suis sûr. Voilà, il y a la grossesse, il y a l'accouchement, il y a l'après-accouchement,
et à la vie de l'enfant maintenant, de ce bébé arc-en-ciel, cet enfant arc-en-ciel qui aura 6 ans, eh bien, dans 2 mois pile poil. Et quel dispositif? Alors, on sait déjà que l'association Arc-en-Ciel, on a dit, il y a l'atelier des papas, il y a l'atelier Arc-en-Ciel. Au-delà de ça, quel dispositif pensez-vous qu'il serait pertinent de mettre en place pour les papas, notamment avec les partenaires institutionnels, hein? Alors, on a dit CAF, ARS, Sécu. Est-ce qu'il faudrait mettre en place des congés spécifiques pour ça? Enfin, est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Oui. Alors, excusez-moi de la réponse, mais justement, pour moi, il faut que ça soit loin de tout ce qui est institutionnel. Parce que ça fait peur, comme a dit Julien, on voit les alcooliques anonymes tout de suite. Donc l'idée pour moi, au contraire, mon premier objectif, et je dois dessiner un plan dessus avec Madame la Présidente, quelque chose qui soit beaucoup plus, un contact beaucoup plus facile auprès des papas. Parce que c'est comme a dit Julien, il faudra que je compte combien de fois j'ai dit ça aujourd'hui. Comme a dit Julien, effectivement, c'est d'abord les mères qui nous transmettent le contact. Donc il faut qu'on développe un réseau pour les contacter d'abord en premier, afin qu'on fasse des apéros des papas beaucoup plus souvent. Voilà. Si vous pouvez rappeler, c'est quoi l'apéro des papas, pour ceux qui ne connaissent pas? D'accord. En quoi ça consiste? Je réponds juste à la deuxième question avant d'oublier. Et pour les institutions, ben, c'est toujours nous financer plus. Hein, parce que honnêtement, quand je dis à un papa, t'inquiète, ce soir c'est pour l'association, ben, ça fait plaisir. Franchement, c'est un moment, et c'est pas grand-chose, c'est 20 € par papa, et en général, on ne dépense même pas les 20 €. Donc voilà. Et institutionnellement, effectivement, il faut pouvoir prévoir ses congés de paternité, et aussi ne pas, enfin voilà, laisser la liberté aussi au papa de ne pas forcément prendre ce congé. J'ai beaucoup de papas qui me disent non, je suis resté au contact du travail parce que ça m'a permis d'évacuer, ça m'a permis de supporter, etc. Surtout aussi que là, Julien et moi, on est similaires, mais il y a des papas qui sont complètement mis à côté de la grossesse, qui sont complètement écartés par la mère. Et du coup, aller dire à un papa qu'on a complètement rejeté de tout ce qui était grossesse ou tout ce qui était accouchement ou quoi, tiens, un congé paternité. Je ne suis pas sûr qu'ils le prennent de la même façon. Donc pour moi, effectivement, il y a toutes ces dispositions réglementaires sur lesquelles il faut faire évoluer. Justement, pardon, le côté très pratique, les papas ont droit à un congé paternité, même si l'enfant est mort-né? Oui. Oui. Ok. Pardon? Oui, à partir de 22 semaines. À partir de 22 semaines. Ok. Donc on appelle ça... il y a précoce et puis il y a... tardive, voilà, okay. Tardive. Okay. Fausse couche quand c'est une fausse couche, ou sinon si l'enfant est mort. Et pour répondre à l'apéro des papas. Alors l'apéro des papas, comment ça a commencé? En fait, on était avec un psychologue qui nous accompagnait. On avait trouvé un psychologue masculin et ça marchait pas. C'était les gars arrivent, c'était vraiment comme des apéros, enfin les alcooliques anonymes. Ça marchait pas du tout. C'était trop drôle. Ils arrivent avec une appréhension, mais c'était drôle. Et surtout, en fait, très fiers. Et finalement, les plus fiers, c'est ceux qui parlaient le plus. Au bout d'une demi-heure d'échange, donc j'ai proposé à Madame la Présidente de faire ça de manière plus décomplexée, plus voilà. Donc en fait, on fait des apéros. Bon, c'est dommage pour l'alcool parce que l'alcool est, je trouve, un peu trop présent un peu dans la société, je trouve. C'est trop banalisé en tout cas, mais voilà, en tout cas ça attire beaucoup mieux. On partage en fait des moments. On se donne rendez-vous en général dans Fort-de-France parce que c'est central et parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités. Et ensuite on choisit ensemble au pif ou s'il y a des envies particulières, on choisit un bar ou un restaurant. Et on s'assied, on raconte notre histoire, on raconte nos anecdotes, voilà, en toute bienveillance. Et voilà, il y a des choses qui se disent qui ne peuvent être dites que là, puisque voilà, quand on partage ce vécu-là, déjà, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est impossible pour quelqu'un qui n'a pas traversé le deuil périnatal de comprendre, en tout cas complètement. Et le fait qu'on soit ensemble et qu'on ait
ce moment privilégié, ce moment en toute liberté, eh bien, ça fait beaucoup de bien. Je n'ai que des retours positifs de ce système-là. Il y en a qui reviennent 2 fois, 3 fois. C'est vraiment... Et puis il y en a qu'on ne revoit plus parce qu'ils vont beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne recette. Donc on a compris des moments loin de tout protocole. Julien, si il devait y avoir des améliorations, quelles sont vos pistes de réflexion à mener pour la prise en charge des papas? Donc, comme je disais, la deuxième violence que j'ai subie, c'était au niveau de la maternité. On devait remplir le document avec le nom de notre enfant. Peut-être une autre manière, une manière un peu plus douce peut-être de rentrer dans l'administratif. Parce que voilà, c'est là qu'on doit décider, je crois que Mathilde en parlait tout à l'heure, du devenir du bébé. Donc savoir si on l'incinère, si on l'enterre, si on le laisse à la maternité, ou voilà, si on prend en charge, nous, les obsèques, alors qu'on est en train de préparer une chambre de bébé, quoi. Donc voilà, peut-être, comme je disais, l'équipe a été très compréhensive, mais voilà, peut-être qu'au niveau administratif, la façon d'aborder les choses devrait peut-être être un peu plus douce, un peu plus... c'est vrai, il faut faire vite, mais voilà, je dirais que moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus touché. Et puis de notre côté, il y a quand même pas mal d'avancées, il faut qu'on continue. Enfin, voilà, aujourd'hui, l'enfant qu'on a perdu, il est bel et bien inscrit sur notre livret de famille, etc. Donc voilà, si on peut continuer dans ce sens-là, ça peut être bien. J'ai oublié d'ajouter un truc parce que j'ai parlé que du social. Enfin, sur le plan médical, pour moi, et je le proposais au dernier séminaire des professionnels, en fait, il faut qu'on identifie quel type de papa on a en face de nous. Un papa désintéressé, un papa qui vient d'arriver, un papa complètement impliqué. Je pense qu'il y a des méthodes pour qu'on puisse voir ça aujourd'hui, que la sage-femme puisse identifier. Et je parlais de mon cas. C'est pour ne pas parler trop longtemps, mais si l'équipe médicale était venue me voir, mais prise de côté, et puis aussi le papa impacté, le papa qui a déjà compris, moi j'avais déjà compris, en tout cas j'avais peu d'espoir, mais du coup quand j'ai déjà compris, si l'équipe était venue me voir, me dit bon ben voilà, vous avez compris ce qui se passe ou quoi, j'aurais dit ben oui, enfin voilà, je vais pas me faire de film, hein. Et ben en fait j'aurais pu être un appui pour eux-mêmes déjà, parce qu'ils souffrent beaucoup aussi de tout ça, et pour moi, et pour la situation, et pour mon épouse. Donc en fait, j'aurais pu être le relais de certaines informations, un support, etc. Et pour moi, il faut qu'on identifie ces papas-là, et qu'après, on dessine une sorte d'organigramme, un arbre. Bon ben lui, il n'est pas impliqué, il ne connaît pas. Bon écoutez, on va le prendre de telle façon. Lui, il vient d'arriver, il n'était pas au courant, ou bien lui, c'est pas le père, c'est le nouveau compagnon de la dame, mais il est impliqué ou pas, enfin bref, voilà, qu'on identifie, et afin qu'on accompagne, hein, et qu'on soit des relais, quand c'est possible, évidemment. En tout cas, pour moi, il y a le relais, mais il y a plein d'options qui peuvent être possibles par rapport au papa qu'on a en face de nous. Et sur le plan médical, effectivement, qu'on ne soit pas mis à côté comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des anecdotes, elles sont terribles. Elles sont terribles. Et celles dont je vous ai parlé à l'instant, je vous assure, j'ai excusé le comportement du personnel médical en me disant Antoine, t'es pas arrivé avec une étiquette papa écrit sur ta tête, donc tu peux être n'importe qui en fait. Mais à aucun moment on ne m'a posé une question dans tout mon parcours. Et j'ai fait quand même du temps là-bas. J'ai attrapé la gale là-bas, donc j'ai eu des traces de mon passage. Donc voilà, il y a ne serait-ce qu'une question, une prise, il y a tout ça à faire en fait. Je ne suis pas là, moi je ne suis pas pour qu'on dise ouais, le papa c'est la place du papa, machin. Non, il ne faut pas arrêter là pour une fois. Pour une fois, la place de la femme, là elle est entière, reconnue, respectée. Il y a plus par rapport aux hommes. C'est pas le cas pour les salaires par exemple. Mais voilà, pour moi c'est pas ça l'idée, mais il y a quand même une prise en compte à faire, et aujourd'hui qui n'est pas toujours faite. Très bien, merci au témoignage des deux papas. Je vous demande d'applaudir, de nous avoir permis
Ne vous inquiétez pas, on aura un temps de questions-réponses. On pourra échanger avec eux dans une poignée de minutes. Mais en tout cas, merci de nous avoir permis de comprendre votre parcours. On poursuit avec Malik Duranty pour avoir la vision un peu plus sociologique du sujet. On prend en point de départ ce que les deux papas nous ont rapporté et puis vous dites par rapport à vos études et votre analyse globale de la société martiniquaise. Alors déjà, bonjour. Merci pour les témoignages et waouh, j'avais pas prévu d'être aussi ému par ces témoignages, mais c'est bien la preuve justement que ce sont des problématiques qui sont au cœur de nos sociétés. Et pour parler de ce deuil-là, de cet événement-là, il faut aussi prendre en compte le parcours qui mène à ça, qui est le parcours, on va dire, du temps de la grossesse. Et c'est vrai que de façon très simpliste, souvent quand on parle de grossesse, on voit la femme. Pourtant, c'est un cheminement qui est vécu par le couple, qui est à la fois un cheminement de métamorphose physiologique, mais aussi social. Et à l'époque où j'avais travaillé sur ce cheminement dans les familles, parfois on se retrouvait face à des incompréhensions qui mettaient déjà le couple en quelque part à l'épreuve, parce que souvent la femme qui est en situation, comme on disait en créole à l'époque, la femme qui est en situation se voyait isolée de son groupe de pairs, donc de son système d'attachement de copines, et le relais était pris par la famille pour l'accompagnement de cette jeune femme-là dans cette expérience de grossesse. Et de façon paradoxale, la société, elle, vis-à-vis du père, va multiplier les expériences, les opportunités économiques, parce qu'au départ, au moment de cette nouvelle-là, le père est avant tout vu comme une ressource. Donc il lui est très difficile par moment d'être présent au sein du foyer en accompagnant sa compagne. Alors, fort heureusement, la société évolue et de plus en plus d'hommes sont en revendication de ce temps de partenariat et de ce partage de ce temps qu'ils vivent avec la femme, mais souvent par procuration, puisque nous, notre corps ne se métamorphose pas. Et on a besoin, en fait, d'avoir des explications sur le développement de ce temps-là et sur comment nous, on peut être en relation avec cet enfant qui est le fruit de la relation qu'on partage avec la jeune femme. Alors, au moment, justement, où la prise en charge est faite du couple, normalement, on devrait se dire ça, à la maternité, c'est vrai que très souvent, un certain nombre de préjugés qui sont en cours dans notre société sur le désintéressement du père, l'abandon du père, etc., font que très vite, le personnel hospitalier, de façon générale, ne fait même pas fi de la présence du père. En plus, des fois, il y a des problèmes techniques. Pour aller vite, on dépose notre compagne devant la maternité. On va rapidement chercher une place parce que, bon, ils ont mal pensé le stationnement. Et le temps viré, elle est déjà en salle de préparation des soins et personne n'a envie de vous donner des nouvelles. Juste une petite parenthèse. Moi, là, ça arrive, moi, considérer mon chercher ça là, mon rentrée. Et yo manche vraiment honte considérer mon papa là pour un lavement qu'a fait. En fait, on m'a dit l'intimité de ma compagne qui nécessitait les soins comme le lavement, la préparation, tout ça, je ne devais pas assister à ça. Je pense quand même qu'on n'est plus un temps archaïque où, tu vois, arrive un certain moment, presque des fois, on est obligé de faire la toilette de nos compagnes. Donc bon, il y a quand même une intimité qui se construit, plus qu'à une certaine époque, où il y avait quand même une distance entre l'intimité de la femme et l'intimité de l'homme dans des gestes courants du soin au quotidien. Alors ça, c'est déjà quelque chose de problématique, parce que souvent, l'homme se retrouve dans une situation où, d'une part, il n'est pas reconnu dans son statut à l'arrivée à la maternité, mais en plus, il lui semble qu'il n'a pas droit à... Il y a comme un vide informatif sur qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est vrai que souvent, les hommes témoignent d'une situation très anxieuse, d'une angoisse à ce moment-là, parce que leur présence peut leur permettre d'être rassurés sur un moment qui est quand même assez problématique. Alors le souci aussi, c'est que dans cette réalité-là, notre société a souvent été en proie à des credos assez, comment dire, j'avais écrit le terme là, superstitieux, ou certaines formes de mysticisme. On ne donne pas avant 3 mois la nouvelle d'une grossesse.
D'accord. Au moment de l'accouchement, on essaie de garder ça plus ou moins secret. Quand l'homme revient pour finir la nidation, en attendant que la femme soit toujours à la maternité les quelques jours de prise en charge, on essaie de rester le plus discret. C'est le premier cercle de la famille qui va être au courant. Et en fait, tout ça va générer un certain nombre de problématiques sur le fait que cette notion du parcours qui mène à cette situation est quand même quelque chose d'assez clandestin presque. Vous voyez, comme s'il ne faut pas que trop de personnes soient au courant. Et donc, après le moment où le deuil ou le décès intervient, venir avec cette nouvelle de dire, bon ben finalement, voilà ce qui se produit, est quelque chose de très compliqué. D'autant que lorsqu'on regarde le fonctionnement du système attachement chez l'homme, d'accord, donc l'homme et ses pairs, c'est très compliqué parce que le plus souvent, l'homme va se confier peut-être à un individu dans son groupe de pairs, mais l'ensemble du groupe ne sera pas forcément au courant. On sera dans des rapports d'amitié, d'évasion, et non pas de catharsis, de témoignage. Parce que l'homme très vite se rend compte que quand on témoigne, alors les femmes sont très habituées à témoigner, à bilaner sur un certain nombre de problématiques, mais l'homme tout de suite se projette dans le témoignage de l'autre et va plutôt dire « moi j'aurais fait comme ça ». Et très souvent, c'est un risque, vous voyez, que de supporter la décision de l'autre qui dit « moi, je l'aurais pris comme ça ». Alors qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, la grande disparité des relations de couple et des relations de l'homme à sa compagne, à son foyer, à ce parcours de grossesse, font que le plus souvent, on va être dans une situation de timidité et ne pas vouloir en témoigner, sauf finalement par le fouillis de ça. Parce que justement, il y a une notion de virilité qui aujourd'hui n'est plus dans l'apparat d'une certaine forme de masculinité, mais qui est vraiment dans la dynamique « je suis en capacité de me reproduire et de fonder une famille ». Je tiens quand même à rappeler que pendant longtemps, le jeu de la reproduction dans nos sociétés était un jeu très important. C'est-à-dire qu'il fallait, souvent on omet de le dire, hein, on parlait tout à l'heure là, rapidement, ben, au sortir de l'esclavage, le premier droit qu'on a gagné, cette première liberté que nous avons gagnée, qu'on signale très peu, c'est la liberté de faire famille. C'est la liberté de fonder une famille et d'être les chefs de cette histoire-là. Et de ne pas se sentir dépossédé de cette destinée avec un individu qui, ou et puis moi nous qu'a fait Yann, et puis on va donner un fruit à l'amour. Et c'est vrai que souvent, dans la superstition martiniquaise, on le voit, l'inexplicable prend parfois des tournures assez machiavéliques, dans le sens où un enfant malade, il fait mal, tu en mets la mort, qui ça y a fait, qui ça ou même ou fait, d'autant que souvent, quand on vit le temps de la grossesse, l'unisson des deux familles n'est pas complètement fini. Donc d'un côté, je témoigne à ma famille, d'un côté, tu témoignes à ta famille. Et parfois, les enjeux que la famille va mettre dans le dialogue qu'il aura avec chacun des membres, c'est « ouais, mais est-ce mon zèle, excusez-moi, je caricature un peu, mais est-ce que vraiment, hein, tu devrais rester avec elle, regarde, ou de notre côté, oui, mais dis monsieur, je n'osais pas te dire, mais comme là, le destin semble me donner l'opportunité que tu lâches tes amarres, peut-être que ce n'est pas le bon. » Vous voyez, donc il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent, et c'est vrai que la notion d'unir le couple, et j'ai beaucoup apprécié ça dans les témoignages, la notion du couple est souvent une notion qu'on a très peu développée culturellement dans nos sociétés. Vous voyez ? Et aujourd'hui, face à des situations comme celle-là, on voit l'exigence, vous voyez, de pouvoir penser le couple et penser la reconnaissance du couple, et même au niveau médical, parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont chez le gynécologue avec leur compagne à toutes les visites pour être au courant. Donc, c'est messieurs qui arrivent en manière à tâtons jour accouchement. Tu vois ? Des fois, eux-mêmes, parce que c'est aussi, j'ai oublié de le dire, c'est aussi un rite de passage. Hein? Quand vous êtes dans la salle d'accouchement et puis vous allez supporter le sang, ça va aller. Tu es sûr que tu pourras avoir du désir pour elle après, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des hommes, mon Dieu, dès qu'ils voient comment ça s'ouvre,
Après, j'ai l'impression que ça paye, j'en fais, mais ça nous fait rire, mais c'est des choses très importantes qui montrent comment, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on empêche à un père d'être père et d'être en capacité de satisfaire aux besoins de son foyer dont il est partie prenante. C'est pourquoi tout à l'heure, là, j'ai utilisé le terme homme-ressource, parce qu'un homme ressource, en ayant cette vision-là, on peut le garder en dehors du premier cercle, c'est-à-dire de la dualité entre la maman et son enfant. Et c'est pourquoi le fait d'avoir un congé paternité fait que, moi, mon pantamoyen, je peux le dire, m'en fait bon pour et puis chemin, parce que je me dis, il faut que je me rattrape, frère, moi, j'allais rester 9 mois avec l'enfant là. Donc j'ai acheté mon écharpe pour moi, mais enceinte aussi. D'accord? Parce que c'était important pour moi de tenter des fois, je ne la réveillais même pas, je mettais l'enfant moi-même au sein. Donc, on trouve des stratégies pour être de plus en plus impliqués dans cette histoire-là, parce que justement, ce n'est plus une simple affaire de femme, ça devient une affaire de couple et de famille en fondation. Et l'une des choses que vous avez dites justement, c'est le fait que, qu'on le veuille ou non, et ça, il faut le dire dans nos familles, souvent, on demande aux hommes de laisser la priorité aux souffrances féminines par rapport à leurs propres souffrances. Et ça, pas seulement dans le cas d'un décès, voyez, parce que tout à l'heure, là, j'y pensais, je me disais, la veillée traditionnelle en Martinique s'organise autour de 3 cercles. Et vous verrez où se situent les hommes dans ces 3 cercles concentriques. Donc, on va considérer la dépouille. Le premier cercle, c'est le cercle des prières, qui est géré par des... Merci. Le deuxième cercle, c'est le cercle de la famille et de la famille élargie qui est géré par des... OK? Et le troisième cercle, qui est le cercle de la société, de l'éducation populaire et de la reconfiguration familiale, qu'aujourd'hui on retrouve à la Joie auprès de la Barrière, qui n'est pas géré, mais qui est habité par des hommes. Vous voyez? Donc déjà dans cette structuration-là, il est reconnu une forme de déresponsabilisation de l'homme à qui on n'octroie pas le droit de vivre sa peine et de vivre les dispositifs qui permettent de dépasser sa peine. La prière, le cocon familial, la rencontre familiale et la réorganisation familiale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, parce que tout à l'heure, là, Antoine parlait de la place de l'alcool, hein, au moment des apéros, etc. Et souvent, ce placebo-là vient donner l'impression à l'homme que sa catharsis a lieu, parce qu'en buvant, il a oublié, et puis il prend la fête, et puis les camarades, comme d'habitude, donc les choses reviennent à l'ordre. Et je crois que c'est important qu'aujourd'hui, on remette en cause la posture de l'alcool dans les groupements masculins qui parfois empêchent la libération d'une parole sincère et spontanée entre eux, qu'ils puissent créer, vous voyez, un ensemble initiatique entre eux. Parce que c'est important. Moi, je suis père de 2 enfants, mais mon devoir, c'est, depuis mon enfant, des fois, bon, là, ça s'est un peu calmé chez moi, puisque mon aîné a 13 ans, mais avant, dès que je voyais un couple avec enfants, moi, j'ai essayé de capter frère pour dire, hey, frère, maman, hey, tu vis un truc là, mais attention, il faut que lui donner des conseils pour qu'il s'implique d'un point de vue amoureux auprès de sa compagne et qu'il refuse qu'on l'écarte pour qu'il soit juste un homme ressource, dont certains se retrouvent finalement dans une incapacité concrète d'être cet homme ressource et finissent par abandonner, vous voyez, le rôle social qu'on leur réclamait pour entrer dans un rôle familial. Alors, pour conclure, parce que ça pourrait être intéressant qu'on soit dans l'échange, la dernière chose, excusez-moi, vous voyez, soit un cheminement de couple. Que lorsqu'on aide, aujourd'hui, si on doit aider, aidons les couples à traverser ce moment-là qui parfois peut être compliqué. Et dans le cas justement de la perte d'un enfant, il faut justement que cette notion de couple-là puisse demeurer, parce que vous voyez, c'est quand le couple reste ensemble et qu'il s'équilibre,
que finalement, j'entendais ce matin, on disait en dernier, je crois 26% ou pas, certains disaient que c'était de leur faute parce qu'ils étaient de mauvais parents. Vous voyez? Eh bien justement, on est perpétuellement en construction de notre identité de parents, qui ne s'arrête pas juste à une identité, mais qui est aussi une culture. Et cette culture-là, c'est la fusion d'une culture familiale du père, d'une culture familiale de la mère, qui trouve une osmose, même à travers cette épreuve-là, pour permettre de refonder une famille. Et j'ai envie de dire que c'est par l'erreur qu'on apprend le plus. C'est parfois dans le malheur qu'on apprend les grandes leçons de la vie. Et messieurs, moi, je dis ça, c'est entre nous. Moi, je suis content ça que vous continuez à faire pour vous autres, d'autres chamailles. Et les autres, c'est des parents idéaux parce que vous connaissez Rotet, Valais, ça enrichit la famille, nous, mais aussi le pays, nous. Et vous avez des papas qui mènent les autres bien loin. Je suis content de vous assister tous les trois là. Merci, Anchaï. Merci. Mais vraiment, dès le début de l'exposé de votre histoire, c'est au moment fatidique, est-ce que vous avez eu autour de vous des parents, des personnes qui étaient à la maternité avec vous, etc. Est-ce que vous avez eu une grand-mère? Je pense souvent aux parents qui accompagnent une tante, une sœur avec vous pour... Ou alors est-ce que vous étiez seul ce jour-là avec votre épouse ou votre compagne? Au moment... Alors, je veux dire pourquoi je pose la question, oui. C'est simplement parce que, effectivement, on a l'habitude, je ne sais pas si c'est valable pour tout, d'avoir le regard des autres cercles de la famille dans l'aventure de la grossesse. Et les autres membres de la famille attendent avec impatience, effectivement, comme vous qui êtes les principaux concernés, voilà, merci. Vous qui êtes les principaux concernés, attendent avec impatience que l'enfant arrive, quoi. Et des fois, il peut même vous accompagner à la maternité. Et voilà, j'avais envie de vous dire de me dire, est-ce que vous étiez seul? Apparemment, oui, vous étiez seul. Vous n'aviez personne avec vous. Alors, effectivement, au moment fatidique donc, de la nouvelle, oui, on était seul. Elle m'a appelé, elle m'a contacté pour me dire ça, donc je suis venu. C'est après un instant quand même qu'elle a contacté sa maman, enfin ses parents, son frère. Moi, pas tout de suite. Enfin, j'ai pas spécialement voulu contacter ma famille tout de suite. Enfin, voilà, encore une fois, peut-être parce que je me mettais en recul et je voulais être là pour elle. Et par la suite, effectivement, on a demandé enfin, la maman, en tout cas, souhaitait pouvoir être là. On a demandé si elle pouvait être là et on nous l'a accordé, en fait. Donc, elle a pu, en tout cas, beaucoup nous soutenir pendant ces moments-là, enfin, pendant l'accouchement, etc. Donc, c'était vraiment très gentil de la part du personnel. Encore une fois, ça restait, je pense, exceptionnel. En tout cas, on nous faisait comprendre que, bon, allez, vu ce qu'elle vit, d'accord, on accepte. Et pas, bien sûr, oui, elle peut ou autre. Donc voilà. Et puis par la suite, donc forcément, oui, on communiquait par message. Effectivement, la famille en attente de nouvelles. Souvent, encore une fois, on passe par nous et pas par maman, parce qu'on se dit, ben voilà, c'est papa qui est là, qui est debout, alors que pas forcément. Donc on essaie comme on peut de donner des nouvelles à la famille, ils essaient de nous encourager et tout. Et puis je pense que la famille, dans son global en tout cas, rentre en jeu après, en fait. Vraiment, quand on est sorti de la maternité, ils veulent être là pour nous, ils veulent nous encourager, nous rendre plus solides, plus courageux. Des fois, c'est très maladroit, même si ça part d'un très bon sentiment, des fois, c'est très maladroit. Des fois, ils comprennent. Et voilà, après, c'est à nous aussi, même si c'est dur, de nous exprimer, même si on se dit, bon, ça peut froisser un tel ou un tel, de dire, bon, écoute, là, je veux rien entendre, je veux juste m'isoler et point. Et elle charge à la famille aussi de comprendre ça. C'est dur, hein, c'est vraiment dur. Enfin, je me mets peut-être à la place d'un grand-père, d'une grand-mère ou d'un oncle qui voit que son neveu ou son enfant, son petit-enfant est triste. On a envie forcément de tout faire pour que ça aille mieux. Et de devoir se dire, bon, ok, je la laisse s'isoler, aller pleurer dans sa chambre ou autre. C'est dur, mais des fois, c'est ce qu'il faut. D'abord, j'aimerais remercier Malik. Je t'écoute depuis que je suis adolescent et je ne savais pas que tu avais des enfants. Je suis un bon ami de Laurent Germain, on parle souvent de nos enfants, enfin voilà, on a des discussions et je suis très heureux d'avoir passé ce moment-là avec toi.
Et j'ai noté tout ce que tu as dit. Je sais que c'est rediffusé, j'aurai la vidéo, mais j'ai tout noté. Parce que je pense que, et tu vas m'aider dans ça, à renommer l'apéro des papas. Et là, je dois faire une exposition, un cours entre guillemets, même si je ne suis pas court, mais un apport vraiment par rapport aux éléments que tu as donnés en tant que docteur en sociologie, des mots que j'avais jamais trouvés jusque-là et qui sont super importants. Donc voilà, merci parce que je pense que tu apportes énormément de choses aujourd'hui. Je n'ai pas dit que je ne m'y attendais pas, je te connais. Mais je reste encore surpris de tout ce qu'il y a à faire pour nos pairs, P-A-I-R-S, P-A-I-R-S, oui, et P-E-R-E-S. Donc merci. Donc pour répondre à la question, donc nous on a été très vite entourés. Ma belle-mère a pu être présente aux urgences assez rapidement puisqu'elle nous a déposés. On était avec aussi nos amis je parle de ça parce que c'est ce que tu as dit, hein, c'est tellement ça. Nos amis de prière, la prière qui est un moyen pour les hommes d'exprimer. Il y a, comme il a dit, cercle de prière, cercle familial, cercle social. Et en fait, donc on a eu ça, mais à l'inverse, on a dû après se renfermer sur nous-mêmes parce que ça nous a privés en fait de tout ça. Donc ça a été difficile parce qu'il a fallu refermer la porte, une porte qui était déjà grande ouverte. Et voilà, on a dû... donc on a fait l'inverse peut-être de ce que Julien et son épouse ont traversé, mais voilà, c'est l'inverse pour nous. Alors, une dernière question. Bonjour, alors question pour les deux papas. Entre deux enfants, quelque chose comme ça. Comment vous avez remis la machine en route, parce que vous en avez eu d'autres après, et comment vous avez vécu les grossesses suivantes? Comment on a remis la machine en route? Déjà, il a très bien dit les termes, Malik. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect machiavélique autour de tout ce qui implique la perte. Et je me rappelle toujours de ça. Je me rappelle pas, j'ai des éléments qui me reviennent, mais je me rappelle que j'ai dit à la cérémonie que ce n'est pas un quinbois. Je ne sais pas pourquoi c'est important pour moi de le dire. Pour moi, j'ai pas peur de ça, ça ne m'atteint pas. Je me considère comme une bonne personne et je suis convaincu que jusqu'à la fin de ma vie, même si je suis spirituel, mais voilà. Donc en fait, il y avait tout ça, c'était une pression de savoir est-ce qu'on prend le temps d'analyser, etc. Et on a pris le temps qu'il fallait, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue médical, on a attendu le feu vert. Et une fois que le feu vert a été donné, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est vrai que ça peut être difficile pour certains papas par rapport à l'intimité dont parlait Malik. Mais étant donné que c'est une intimité que je partageais déjà, je me rappelle très jeune, quand j'allais acheter des serviettes hygiéniques ou tampons, on me regardait. Je ne sais pas si c'est peut-être que j'étais un des premiers à le faire, mais j'ai toujours partagé cette intimité, donc ça ne m'a pas gêné. Et on a été prudent après dans la remise en route de cette machine et avec tous les conseils médicaux qu'il y a eu. Donc merci à la docteure Rona qui nous a accompagnés sur le plan médical et beaucoup psychologique de la clinique Saint-Paul. Alors, de mon côté, donc, comme je dis, à un moment on s'est senti prêt. Je pense que c'est très abstrait en fait de dire on se sent prêt, ça ne veut absolument rien dire en fait. Mais à un moment, on passe par plein d'étapes. Comme effectivement vous avez souligné, Noam qu'on a perdu, c'était entre nos deux enfants, entre nos deux enfants actuels. Le premier avait 2 ans et demi, il a compris, il voyait maman avec son ventre. Ça a été une grosse étape déjà de lui expliquer que finalement le petit frère qu'il devait avoir ne sera pas là. Parce qu'on voulait absolument pas qu'il y ait de tabou, qu'avec les oncles et tantes on parle, et puis dès qu'il arrive on parle plus parce qu'il n'est pas au courant d'eux ou autre. Donc en fait, de mémoire, je crois qu'on le ramenait à la crèche quelques jours après. Et dans la voiture, sur le trajet, il dit au retour, je vais sauter et courir avec papa. Mais toi, maman, comme tu es enceinte, tu ne pourras pas sauter, etc. Sauf qu'on revenait
de la maternité et maman était plus enceinte. Là, on s'est dit non, faut qu'on lui dise. Donc déjà, je pense que c'était déjà la première étape pour nous de vraiment commencer à en parler en fait, vraiment dans notre cercle, vraiment proche à nous. Ça n'a pas été simple, on lui a expliqué. Après, bon, il a 2 ans et demi, il a compris avec ses mots, avec ses notions à lui, qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus souples que que le rapport que nous on a avec la mort. Mais voilà, au moins il l'entend déjà. Et petit à petit, en grandissant, il comprendra de plus en plus, de mieux en mieux. Il est libre de nous en parler quand il veut, etc. Donc c'était déjà la première étape. Ensuite, voilà, il y a différentes étapes qu'on passe en fonction d'un deuil. Donc, voilà, le déni, etc. Enfin, plein de choses dont justement l'association nous a beaucoup aidé à exprimer, à extérioriser. Et puis je ne vais pas dire guérir, mais en tout cas à s'adapter, en tout cas aux différentes étapes. Alors, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est acté ou autre, mais alors on a fait le choix d'incinérer notre Noam. La Joyau nous permet en tout cas de garder l'urne pendant 1 année et de venir se recueillir à volonté tout à fait gratuitement en fait. Alors bon, à revoir avec, dans les différents cas, mais comme je disais, à la maternité ça se passe très très vite. Ce moment-là, en fait, ce que la Joyau nous a permis de faire, en tout cas, nous a permis déjà de redescendre, de passer différentes étapes et de voir les choses de manière plus claire, en fait. Parce que, honnêtement, quand je vous dis que vraiment au moment du décès, quelques heures après, on doit choisir ce qu'on fait du bébé, on n'a pas les idées claires, on est complètement à l'ouest. Donc tout ça nous a permis, en tout cas, de mieux réfléchir, de voir les choses venir, d'avancer, en fait. Et jusqu'à ce qu'on décide effectivement de mettre l'urne dans notre caveau familial. Et c'est suite à ça, en fait, ça a été l'étape, je pense, qui pour nous, en tout cas, nous a marqué, qui a fait nous dire, bon ben, je pense que là, ça y est, on peut effectivement voir de l'avant, en fait. On peut aller de l'avant et effectivement se relancer. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous 3. Il y a d'autres questions, j'ai l'impression. J'avais juste une question. Il y a une question, ok. Oui, moi j'avais ma question pour le sociologue. 2 questions. Le rôle secondaire qu'on donne en Martinique, ou peut-être ailleurs aussi, hein, mais en Martinique principalement, au papa. Est-ce qu'il pourrait nous donner son avis en tant que sociologue sur les pistes pour pouvoir faire les choses changer? Parce qu'on a fait un constat maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être mettre en place, ou sociétalement parlant, de manière à ce que ça change? Et ma deuxième question serait par rapport aux couples. Souvent, à titre lancel, on accompagne aussi des couples, et de prime abord, c'est vrai quand on a un événement comme ça qui se produit, on pense à dire aux couples de rester connectés, de parler, de communiquer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour éviter justement des séparations dues à la perte de ce bébé? Est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apporter, ou comment faire pour mieux accompagner ces couples justement face à un drame comme ça? Alors, merci pour la question, enfin les deux. En réponse à la première question, je pense que déjà c'est faire un travail, comme c'est déjà le cas en ce moment, sur les professionnels, pour aborder cette question non point comme une question féminine, mais comme une question de couple. C'est vrai que le plus souvent, par moment, il y a une réticence chez certains professionnels qui savent que certaines femmes le vivent déjà au moment de la grossesse en monoparentalité, mais par exemple, par rapport à la réalité de notre culture, on peut demander, quand je parle du couple, on peut demander à la jeune femme si elle a un frère ou un cousin qui serait positif à l'accompagner dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, au niveau de la maternité, au niveau de l'accueil, il y a des choses, je pense, qui sont à réformer pour permettre aux hommes d'être mieux pris en compte et pas simplement à aller en mairie faire une prédéclaration de paternité qui est notre seul petit rituel qui nous permette de le faire. Aussi dans le cadre de l'accompagnement à la grossesse de la femme, avec les cours par exemple de préparation, vraiment institutionnaliser le rôle du père, et en particulier parce qu'il y a une terminologie, un concept en sociologie qu'on appelle l'expertise du quotidien. Et dans l'expertise du quotidien, un homme qui vit avec sa compagne, et de plus en plus on le voit,
la femme sait reconnaître les degrés de douleur ou de souffrance de son compagnon, au même titre qu'un compagnon aussi. Et je pense qu'il peut être, au moment de l'accouchement, un partenaire de l'équipe pour accompagner la femme. Moi, je le dis cette fois-ci de façon expérimentale parce que c'est vraiment dans cette dynamique-là que je me suis positionné à l'époque de la naissance de mes 2 enfants. Et c'est là où je me suis dit, mais dans le couple, nous sommes l'un et l'autre l'expert quotidien, vous voyez, du ressenti, de la vie, du langage et de l'expression de l'autre, et que ça devrait être pris en compte dans ces moments-là. Ensuite, pour aller plus loin, par exemple au niveau de la crèche, au niveau, par exemple, je sais que souvent les hommes ne sont pas pris en compte à la crèche. Ils déposent l'enfant, on dit oui, il y a quelque chose, mais je vais appeler maman. Et cette notion d'infantilisation de l'homme fait qu'il n'a pas les opportunités lui permettant de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire non seulement d'assumer, mais d'assurer son rôle et de se trouver une place. D'autant que très souvent, la femme va rentrer dans les premiers temps de son maternage dans une hyper-maternalisation de l'enfant et voire même de son conjoint. C'est-à-dire que le conjoint va devenir comme un enfant de 6 ans qu'on peut envoyer à la boutique pour aider maman. D'accord ? Donc ça, c'est important. Ensuite, sur la deuxième question, c'est la question de l'invention des rituels. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quelque chose qu'on perd avec le temps, c'est ce que certains anciens faisaient en construisant une mémoire intime. C'est-à-dire qu'aucun enfant n'ignorait qu'à un moment donné, maman a connu une grossesse et que, hélas, ce frère ou cette sœur est de l'autre côté et pas au présent de la présence avec nous. Et ce devoir de mémoire-là, là, on est en pleine période là, de la Toussaint qui arrive, c'est quelque chose de super important parce qu'une famille ne s'arrête pas au présent physique. Ils sont, par rapport au fondement culturel de chez nous, quelle que soit son origine d'ailleurs, on croit à cet invisible, à cet au-delà. Et c'est important, même si effectivement, par moment, on n'a pas eu un vécu plus poussé que ça avec l'enfant, mais on a eu un vécu pendant la grossesse. Et que ce vécu-là mérite un retour d'expérience et qu'il soit inscrit dans notre marbre à nous, pour reprendre l'expression de M. Philippe Edmond-Maria tout à l'heure là, et que cette mémoire-là, on la garde, qu'elle soit vivace. Parce que l'idée du déni, l'idée de l'oubli ne doit surtout pas s'intégrer dans notre société. Parce que la mémoire familiale est une mémoire déterminante. Et donc il faut cette mémoire de l'intime, il faut ritualiser, il faut peut-être par exemple confectionner un petit objet ensemble et le poser en quelque part à la maison qui nous rappelle non seulement ce petit être, mais aussi le parcours que nous avons eu, qui n'est pas un parcours pour rien, qui est une expérience qu'on va consacrer ensemble dans le couple et qu'on peut partager avec son premier cercle. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Là, on va célébrer la Toussaint dans quelques jours. Et on le voit, beaucoup de personnes prennent du recul avec ça. Et ça fait qu'on est de plus en plus dans la complexité de vivre le deuil dans notre société. Vous voyez ? Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça que le deuil est un moment festif. Parce qu'on devait se rappeler que notre communauté, les vivants qui restaient là, allaient se serrer les coudes, coller tête, coller les épaules, et qu'on allait recommencer. Et ça, je crois que c'est important. C'est ce message qu'on peut attribuer à ce petit être qui a fait le passage, mais qui, malgré tout, reste dans nos mémoires, nous garde quelque chose qui nous donne envie de recommencer et de continuer à donner la vie. Voilà.